comment augmenter l'efficience et la performance du geste des personnes qui font ça en éclairant leur prise de décision grâce à de l'IA. Bonjour à tous et bienvenue dans les AI Leader Stories. Alors, pour me présenter, je m'appelle Benoît Rosier, je suis cofondateur et Chief Product and AI Officer d'Advisory. Et chez Advisory, je suis responsable de l'ensemble de nos offres, notamment tout ce qui est attrait aux produits et à l'IA. Alors, l'objectif de ce podcast, c'est quoi, Gaël? L'objectif, c'est de mieux comprendre comment on peut générer de la valeur grâce à l'IA. Ça peut être flou pour certains décideurs. Et du coup, dans ce podcast, on invite des experts, des leaders comme Gaël, qui viennent nous parler de comment ils arrivent à générer de la valeur grâce à l'IA. Gaël, bienvenue. Salut Benoît. On est très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Donc, tu es Global VP AI and Analytics, côté Customer et Sport chez Decathlon. Est-ce que tu peux te présenter? Très bien, merci pour l'invitation et ravi de partager ce qu'on fait chez Decathlon d'un point de vue AI, où effectivement moi je m'occupe des sujets Analytics et AI sur deux grands domaines qui vont être tout ce qui est Customer, donc la connaissance client et après tous les items de personnalisation qu'on peut faire, dans lesquels il y a pas mal d'algorithmies bien évidemment, et après aussi comment on travaille avec les sports et comment aider le geste des leaders sport ou des catman au quotidien là-dessus. Et ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec trois grandes parties. Au début, j'ai commencé dans l'univers du sport, côté sports marketing, pendant quelques années chez Technifibre et chez Lagardère. Après, j'ai travaillé en agence de com digital, d'abord en rentrant pour un client sport, donc pour Adidas, chez TBWA et après chez Havas. Et après, j'ai passé les 9 dernières années avant de rejoindre Decathlon dans l'alimentaire, chez Bell, qui est connu pour ses marques de fromage et aussi de fruits avec Pompot, sur des sujets digital marketing, puis data pour le marketing, et enfin très transformation par la data science, et comment finalement informer et aider des leaders à résoudre des problèmes qu'ils avaient au quotidien par différents modèles et algorithmes, pour les aider à prendre des décisions sur des sujets très marketing, innovation et sales. Et maintenant, ça fait un peu plus de 18 mois que je suis arrivé chez Decathlon. Et absolument génial parce que je peux combiner ce que je sais faire, donc l'idée de la transformation par de l'AI, et le combiner à une immense passion pour le sport, qui est vraiment vécu au quotidien chez Decat. Et ça, c'est hyper excitant. Question qu'il faut poser à chaque collaborateur de chez Decathlon, c'est quoi ton sport passion Bien sûr. Sport passion, le tennis. J'ai eu la chance de beaucoup jouer au tennis dans une précédente vie, on va dire, quand j'étais plus jeune. J'ai eu la chance de représenter la France au championnat du monde Wow. universitaire. C'est en 2001, donc ça date un petit peu. Mais c'est une super expérience. Et maintenant, plutôt orienté sur du paddle, qui, venant du tennis, est toujours sympa et un peu moins physique, donc parfait pour moi aujourd'hui. Donc on était à deux doigts de te voir sur un terrain de Roland-Garros. Ouais, à deux gros doigts, alors, si tu veux, parce que... De gros doigts. Et donc, comment t'es tombé dans le monde de la data et de l'IA? Parce que tes premières expériences, c'était plutôt côté sports marketing, puis digital Ouais. marketing. Ouais, comment t'as fait cette bascule? Assez naturellement, quelque part, et c'était plutôt une curiosité. Alors moi, j'ai un background d'ingénieur. Alors, voilà, quand j'ai commencé à étudier fac, de la physique, et après des maths et de l'ingénierie. Et finalement, c'était plutôt une curiosité, donc je suis tombé dans le digital en arrivant en agence digitale. Et assez naturellement, les problématiques à résoudre ont amené de plus en plus de data, qui était, on va dire, assez naissante à l'époque. Et c'était assez inexploré, en tout cas, dans les boîtes dans lesquelles j'étais, notamment chez Bell. Et donc, il y a eu une curiosité, et j'ai quelque part un peu créé, moi, mon job chez Bell, de se dire comment la data pouvait servir et mieux informer les prises de décision du marketing. Et après, donc, c'était vraiment pour, on va dire, ce qui était connaissance client, targeting, ce qu'on appelait du precision marketing. Et après, c'était le cran d'après, et finalement, avec toute l'essor de la data science qui naissait, se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problématiques à résoudre là-dessus? Et ça a été vraiment une
culture qui s'est faite au fur et à mesure là-dessus. Et je pense que, à mon sens, c'est ce qui reste très intéressant dans les jobs que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir la dualité de sens business très fort et une culture data qui s'est créée. J'avais fait quand même un bootcamp au wagon pour me former à data science et savoir coder un petit peu alors, à un niveau très 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 bas, mais juste pour pouvoir essayer de comprendre quand je manageais en direct des data scientists, essayer de comprendre un peu ceci. Après, c'est de la curiosité, de la lecture qui m'ont amené à savoir manager ceci, mais je me prétends pas immense expert. Il y a plus d'experts que moi, mais voilà, cette dualité d'un background de connaissances, on va dire, data IA et de business, et selon moi, la bonne combinaison pour arriver ouais, à transformer le business. Parce que beaucoup de sujets qu'on a aujourd'hui, ça reste de faire prendre conscience au business, aux personnes qu'on va aider au quotidien, du potentiel que la data et l'algorithmie pourraient apporter à leur métier. Parce que quoi, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et trop souvent, encore, le business ou les personnes demandent un dashboard. Ok. Et nous, on leur dit, bah non, ne demandez pas un dashboard. Dites-nous quel est le problème que vous avez. Et nous, on va réfléchir avec vous à quelle est la solution. Peut-être que ça sera un dashboard pour le reporting, mais peut-être que ça sera un modèle de forecast qui vous aidera à simuler une prise de décision ou à proposer un scénario pour que vous preniez des décisions là-dessus. Bon, j'ai un peu divagué sur... Non, écoute, non, c'était parfait. C'est pour ça qu'on est très heureux de t'avoir sur ce podcast parce que effectivement l'objectif de ce podcast c'est comprendre comment on peut générer de la valeur, avoir un impact business grâce à l'IA et du coup toi qui as navigué dans les deux mondes, bon, je pense que ça va être vachement intéressant d'en parler ensemble. Donc voilà, c'est quoi le sujet que tu as, plutôt les sujets que tu as choisis pour aujourd'hui? Il y en a trois parmi les nombreux sujets qu'on fait chez Decathlon. Il y en a un premier qui est lié à la recommandation produit, donc tout ce qui est personnalisation, dont je parlerai, qui est assez standard. Et c'est là où c'est bien d'être un retailer, c'est qu'on a une somme de données first party très forte, et donc on peut faire de la personnalisation un peu poussée. Donc c'est le premier qui est très customer. Un deuxième qui sera sur la partie comment aider les leaders sport sur la constitution de leur offre. Donc l'offre de produits qu'on a, parce que vous savez qu'on a Decathlon s'est réorganisé récemment sur les marques. On avait 80 marques, on réduit à 12, donc on essaie de trouver des synergies là-dessus, plus de visibilité pour aussi les consommateurs sur notre univers de marque. Voilà, comment on les aide à mieux sélectionner l'offre globale. Et enfin un troisième qui sera sur la partie plutôt information produit, et là qui sera poussé par tout ce qui est Gen AI et comment on utilise différents LLM pour nous aider à... Alors là, autant les deux premiers vont être très sur de, on va dire de l'effectiveness, donc mieux faire certaines choses. Autant le dernier, il sera plutôt sur de l'efficience, c'est-à-dire que voilà comment faire à moindre coût et en revisitant les manières de faire. C'est-à-dire que avant on avait beaucoup de copywriters forcément, et on les briefait, ils faisaient des choses. Et maintenant, on a différents algos qui nous permettent de mieux faire ceci et de compléter le travail des copywriters, parce qu'on prétend pas du tout remplacer l'humain avec l'IA, quoi. Canon. Canon, ça va être trois sujets extrêmement intéressants. Peut-être avant de rentrer bon, sur la partie recommandation, on peut parler de l'environnement Decathlon. Aujourd'hui, tes équipes, ça ressemble à quoi? C'est quel type de profil? Il y en a combien? Comment vous êtes organisé? Alors, chez Decathlon, aujourd'hui, le digital est organisé avec des domaines Ouais. digitaux, des domaines étant des grandes verticales métiers. Et moi, je m'occupe de trois. Une première qui est Customer Growth, donc toute la partie conso et personnalisation. Une deuxième qui est Sport Product, donc c'est les produits sportifs, physiques. Et enfin, une troisième qui est Sport Experience, donc c'est les expériences sportives avec nos apps. Et après, côté produit, il y a des équipes produits assez classiques, des GPM, PM, côté engineering. Des engineering managers, des software engineers, etc. Et nous, côté analytics et AI, on a, dans mes équipes, alors, on est splitté en deux, c'est-à-dire il y a une équipe qu'on va appeler la data centrale, Ouais. qui eux vont être toute la partie plateforme, gouvernance et après les centres d'excellence. Donc c'est eux qui, on va dire, préparent toute la donnée avec tous les profils de data engineer, etc. Mm. Ils ont créé une collection de core data products qui sont mis après à disposition des domaines, n'importe quel domaine pour être utilisé. Donc moi, dans mon équipe, je vais avoir
bien évidemment des managers, mais après on a des profils soit très data science, donc data scientist et machine learning engineers, et après on a des profils analytics, où là on a un trio avec des data analysts, des BI engineers et des analytics engineers. Et enfin, on a des chefs d'orchestre de ceux-ci qui sont des data PM qui vont créer les data products qu'on va faire. Alors, on les appelle data ou AI product manager qui vont piloter les équipes, on va dire, plus techniques pour mener à bien les différents produits qu'on crée. Donc voilà les grands profils, j'oublie personne. Et après, on travaille bien évidemment avec un pôle gouvernance pour s'assurer qu'on a des données propres et des centres d'expertise des staffs qui vont nous aider à animer de manière transverse les capabilities, que ce soit sur la partie analytics ou sur la partie data science. Ok. Ultra intéressant. Peut-être deux questions par rapport à tout ce que tu as dit. Peut-être première question, c'est pas forcément peut-être clair pour l'ensemble de nos auditeurs. Quelle différence tu fais aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des zones de flou, entre un data analyst, un BI engineer et un analytics engineer? Ok. Data analyst, lui, il va faire l'exploration de données et après générer des insights, des analyses. Donc voilà, il va savoir bien évidemment coder pour générer des insights qui vont aider le client. Le client, le, le stakeholder avec lequel on. Désolé pour les nombreux C'est anglicismes presque un client, le que stakeholder. je pourrais avoir là-dessus, mais voilà, qui va générer des insights Ouais. qui vont répondre à une question business qu'on aura. Mhm. Le BI engineer, lui, il va principalement travailler sur les dashboards Ok. et on va dire travailler le front des dashboards et savoir mettre en avant différents KPI pour permettre après en self-service de générer des insights par les utilisateurs. Et lui, il va travailler sur des données qui vont être préparées par un analytics engineer. Ok. Donc la manière dont ça se passe, c'est que la partie centrale prépare des données, donc les core data product. Et après, nous, l'analytics engineer, alors il peut y avoir une première exploration faite par le data analyst, pour savoir quelles données on a besoin, comment pour être structuré et travailler le data model. Et après, c'est l'analytics engineer qui lui va prendre les données, les core data product, les retravailler et recréer si besoin un data model spécifique à l'utilisation qu'on pourrait avoir. Et après, le BI engineer va mettre en forme et le data analyst va générer des insights là-dessus. Ok. Et sachant que, parce que moi te couper, on essaie parfois d'avoir des profils un peu hybrides, Ouais. qu'un data analyst sache faire un travail de biais ou d'AE, parce que s'il a besoin de créer un dashboard pour une analyse très ad hoc, en mode sandbox, il doit pouvoir le faire. Et pareil, BI, 1 et AE sont assez, AE pour Analytics Engineer, sont assez proches aussi. Ok. Parce que parfois, dans les équipes, on n'a pas forcément toujours ce trio. On essaie de regarder un peu les ratios, les équilibres. Aussi des ratios intéressants, on essaie de regarder s'assurer qu'on a un bon ratio entre les data producers, qui vont être les core data product, les data ing, et après les data users, qui vont être les data analysts, les DS, etc. On essaie d'avoir un ratio de 1 pour 2 aujourd'hui, Ok. sachant qu'on malheureusement, parfois, les budgets sont serrés et les personnes investissent plus facilement dans des rôles visibles et compréhensibles, data analyst ou data scientist, et pas sur tous les enablers qui permettent à ces personnes de travailler. Donc ça, c'est... Voilà. Alors que la partie, on va dire, invisible, non visible des non-experts, toute la partie data engineer et core data product est fondamentale parce que si on n'a pas de données, on peut rien faire. Ou si on a des données pas de bonne qualité, on aura plein de personnes qui peuvent pas travailler parce qu'ils peuvent pas ça. Donc c'est un message qui est pas toujours facile à faire passer, notamment dans les constructions des budgets là-dessus, à se dire, on a besoin d'investir sur ces profils. Et comme c'est des profils qui sont pas toujours compris parce que la valeur perçue ne va pas être en bout de chaîne et va pas être un uplift ou etc. Ça, on va plutôt l'attribuer à un data scientist ou à un insight qui va être généré par un data analyst. Mais il faut vraiment que ces personnes, si elles peuvent pas travailler sur des données très structurées et gouvernées qui sont préparées en amont par des profils qu'on voit moins, voilà. Moi, je vais pas dire shit in, shit out, mais Ouais. pardonnez-moi. Garbage in, garbage out. Voilà. Je mettrai 1 euro dans la tirelire. Hein. Voilà.
Mais écoute, très clair et peut-être une question, et je pense que c'est important pour la suite. Donc, tu as parlé des core data product qui a été construit plutôt par les équipes data en centrale. Mhm. Après, on va parler plutôt des produits que toi tu construis. Justement, est-ce que tu pourrais bien nous expliquer ce que c'est qu'un core data product pour que Ouais. derrière, en fait, on ait les Un produits core que tu data souhaites? product, ça va être le dénominateur, quoi, un set de données donc gouverné et accessible à l'ensemble des personnes de Decathlon et qui peut servir toute personne chez Decathlon. Hmm. Ok. Par exemple, la table des sales, c'est-à-dire les ventes, bah, ça va intéresser n'importe quel domaine chez Decathlon. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de données, sales, donc une collection sales, avec différents niveaux de granularité, bien évidemment, selon ce qu'on regarde. Si on va regarder les ventes, la marge, selon tel type de GMV ou autre. Mais eux, ils mettent à disposition différentes collections. Par exemple, les données customer, c'est eux qui mettent à disposition. Ça, c'est accessible pour tout le monde. Et après, chaque domaine les prend et les raffine selon l'usage dont il a besoin. Mais Hmm. eux, quelque part, ils ont toute la responsabilité de mettre à disposition l'ensemble des données de Decathlon qui peuvent servir tout le monde. Et après, quand il y a des données qui vont servir spécifiquement à un domaine, bah, c'est le domaine Hmm. qui, sur la base de ces données, va recréer ces tables parce que il a un usage qui va être unique. Mais c'est vraiment se dire que les data est un asset commun sur lequel n'importe qui peut avoir accès. Et ça évite, c'est censé éviter tous les doublons, Hmm. tous les problèmes de consistance de données. Et ça, c'est hyper, hyper important. Ok. Très clair, merci beaucoup Gaël. Ce que je te propose, maintenant qu'on a un peu plus la big picture de l'organisation Decathlon en tête, bah, c'est de rentrer dans le vif du sujet et d'en savoir un petit peu plus sur les trois produits data IA que tu as pu construire avec ton équipe, qui ont apporté de la valeur. Et on peut commencer par le premier, qui est effectivement un produit de recommandation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait là-dessus? Ouais, bien sûr. Bah, là, l'insight est assez simple. Et je pense que c'est valable pour tout le monde quand on reçoit une communication email et qu'elle est personnalisée. Bah, forcément, on est plus enclin à, hum, à être engagé avec la marque et potentiellement acheter. Donc, nous, ce qu'on fait sur la base de la connaissance consommateur. Donc, déjà, on a un produit qui est, qui s'appelle le MKS pour le Member Knowledge Score, qui va agréger une vingtaine de critères, de data points qu'on a, soit qu'on collecte, soit de l'historique d'achat, de browsing, soit qu'on infère. Donc il y a un petit peu de machine learning là-dedans pour détecter, et ça nous crée un scoring par Mhm. client. Et sur cette base, après, bah, sur les canaux qu'on maîtrise, donc principalement du CRM, du site et de l'application, on va essayer de personnaliser le parcours des consommateurs. Pour l'instant, on le fait beaucoup d'un point de vue CRM. Donc dans les newsletters pour les personnes qui sont opt-in et qui Mhm. acceptent de recevoir les, euh, les communications, on va pousser des produits qui sont adaptés, on va dire, aux consommateurs. Donc c'est sur la base de notre connaissance consommateur, de leur historique, de leur sport, parfois qui va être, on va dire, déclaré ou qui va être inféré par les achats, ben on essaie de leur pousser des produits qui sont adaptés à leur pratique, à leur comportement, et on voit des uplifts assez intéressants. Se dire que bah, une communication personnalisée génère plus euh, d'engagement, de conversion et de vente Ouais. que que du standard, que du one size fits all. Mhm. Mais ce qui est assez trivial quand c'est dit comme ça, et on le pousse aussi sur le site. On a différentes zones, des carousels, la page d'accueil qui peuvent être personnalisables au regard de la connexion, de ce qu'on sait sur le consommateur. Et après, on a aussi la possibilité, on ne connaît pas le consommateur, soit qu'il n'est pas logué, ou soit qu'il n'a pas donné de point de data, bah de pousser une recommandation contextuelle. Mhm. Donc là, ça va être bah, l'association, ce produit. Quand tu as acheté ce produit, quels sont les autres produits les plus fréquemment achetés avec? Bah, c'est ce qu'on voit sur Amazon ou sur n'importe quel site e-commerçant. Donc voilà, on a de la personnalisation, de la recommandation personnalisée ou de Mhm. la recommandation contextuelle selon le niveau de connaissance qu'on a de nos consommateurs. Ok, vachement intéressant. Tu nous as parlé, par exemple, en termes de génération de valeur, d'augmentation de la conversion. Vous arrivez à mesurer aujourd'hui la Ouais, valeur alors là-dessus, on est supplémentaire que très vous... strict. Ouais, D'une manière générale, chez Decathlon, on essaie de tout mesurer, ouais. quoi. Un euro est un euro. Mhm. On est un retailer et c'est très bien parce que, et surtout c'est très Mhm. applicable au digital et à la data. Complètement. Donc nous, on a standardisé un measurement framework Ok, qui super. permet de quantifier la valeur créée. Alors,
par des A/B tests, en fait. Mhm. Donc, en fait, on développe une série de triggers automatisés. Ok. Et chacun de ces triggers, comme par exemple un anniversaire ou abandon browsing, etc., on les A/B teste avant pour voir la valeur créée par chacun de ces features avant de les pousser. Et de la même manière, sur la partie recommandation, on voit des uplifts qui sont entre 5 et 10%, Ok. ce qui est loin d'être négligeable. Et tout ça est A/B testé trigger par trigger ou campagne par campagne. Et après, on a également mis quelque chose en place qui est sur du long terme, qu'on appelle un Universal Control Group, Mhm. dans laquelle on isole une partie de la population de personnes qui sont dans notre base et qui sont opt-in. On les isole. C'est-à-dire, ils reçoivent littéralement 0 email de notre part, à part des emails transactionnels, on a bien reçu votre commande, etc. Mhm. Et on regarde l'uplift des personnes qui reçoivent nos communications par rapport à ces personnes qui ne reçoivent rien. Et ça, c'est sur du long terme, c'est 1 an. Donc, ce qui permet d'enlever tous les effets de saisonnalité là-dessus. Et ça marche plutôt bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la culture de la mesure, c'est aussi un travail au quotidien à faire parce que quand on isole des personnes de notre communication, on sait que les communications, CRM ou autres, rapportent de l'argent. Rapportent de l'argent dans le sens où quelqu'un qui est opt-in et qui reçoit des communications va acheter plus que quelqu'un qui ne reçoit pas de communication. Mais quand on veut mettre en place notre Universal Control Group pour prouver la valeur de ceci, on doit isoler des personnes. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'on doit convaincre le patron d'un pays ou le patron de CRM d'un pays qu'il y a des personnes qui ne vont pas être touchées. Et donc, on se prive potentiellement d'une manne d'argent pour montrer la valeur. Et ça, c'est intéressant quand même dans le mindset de transformation et de savoir mesurer chacun de nos... qui est très digital, d'apprendre, de mesurer et d'itérer là-dessus. Ok. Vachement intéressant. Donc aujourd'hui, là, vous avez effectivement une data qui est incroyable, hein, parce que cette connaissance client nous permet de savoir ce que moi, en tant qu'utilisateur client Decathlon, j'aime. Et donc ça permet de mesurer l'appétence à l'achat, d'avoir un scoring client. Euh, donc là, on est sur la thématique de le use case de la communication. Hum, Donc pouvoir pousser effectivement des communications ciblées pour optimiser le passage à l'achat. Est-ce que demain, grâce à cette data client très spécifique, on peut imaginer d'autres use cases, je sais pas, une expérience en magasin bien sûr, spécifique, bien sûr. enfin, Alors, encore une fois, nous, aujourd'hui, sur la partie personnalisation, pas aux prémices, mais on n'est pas encore partout. Quoi. C'est-à-dire on est très bon sur de la recommandation produit, mais la personnalisation, c'est pas que ça, en fait. Quoi. C'est pas hmm, que pousser des produits, ça peut être pousser des expériences. Pour les expériences sportives, c'est pousser un plan d'entraînement personnalisé. C'est s'assurer qu'on te reconnaît en magasin et comment en magasin je peux te pousser une offre en temps réel parce qu'il y a une offre dans le magasin et t'es venu pour quelque chose, mais on te dit il y a ça qui pourrait t'intéresser. C'est vraiment avoir un parcours très omnichannel. On le fait sur le CRM, on commence à le faire sur le site. Il y a l'application qui est grandissante, l'application e-commerce là-dessus. Voilà, c'est comment on crée une expérience personnalisation seamless. Seamless, c'est quand même mieux que sans couture, quoi. Mais hmm. bref, d'où l'anglicisme. Mais voilà, comment on essaie de l'enrichir jusqu'au magasin et avec les applications sportives pour que, quelle que soit la connexion que tu as, qu'un consommateur a ou une consommatrice avec l'univers Decathlon, on arrive à proposer les meilleurs produits, les meilleurs services, et même se dire que le site demain, il doit être personnalisable Hmm, au regard de qui on est, en fait. Et hmm, qu'avoir la même homepage pour tout le monde, ça marche pas. Et on pourrait aller plus loin, c'est avec le Gen AI, demain, avoir un tone of voice qui est adapté à la personne, ou à minima à la segmentation que nous on a fait de la personne. Et c'est ce qu'on essaie de tester là sur nos campagnes, c'est de se dire comment du Gen AI va créer un contenu, au lieu que ce soit écrit par un copywriter, etc., de manière bien, mais forcément un peu plus générique, comment on arrive à trouver les aspérités de nos consommateurs et en les adressant de manière spécifique hmm, grâce à de l'IA. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. hmm, Euh, Après, c'est de la priorisation hmm, parmi l'ensemble de ces sujets et aussi notre capacité à montrer la valeur créée auprès de Decathlon, hmm, des personnes qui nous allouent ces budgets pour se dire c'est vraiment le sujet à prendre pour créer de la valeur demain. hmm, hmm. C'est vachement intéressant et peut-être juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, il y a une vraie tendance qui est à tu l'as dit, hein, la personnalisation des interfaces Mm. et certains parlent de la fin de l'interface unique. C'est vrai que mine de rien, ça fait quasi 20 ans qu'on crée des interfaces et l'objectif c'est de se dire
créer une interface qui va répondre à un maximum de besoins utilisateurs. Potentiellement, demain, un utilisateur égale une interface. Déjà, est-ce que tu penses que c'est une vraie possibilité, une vraie réalité? Et si oui, à quel horizon de temps? Alors ça, ce sera un peu trop technique pour moi. Ouais. Et je sais qu'en plus, là, on est en train de redéployer, de refondre notre point .com, notre site commerçant, qui a été refait dans quelques pays, en Italie, au UK et aux Pays-Bas, pas encore en France, mais ça va arriver prochainement. Et après, c'est plutôt des briques techniques, donc oui, je vois pas pourquoi il y aurait de limite à ceci, mais demain, oui, avoir. Alors, est-ce que ça sera une interface unique pour chacun? Peut-être pas, mais ça pourra donner cette impression, et surtout, il y aura une modularité qui fait que chaque personne, quand elle va sur l'interface Decathlon, bah, elle se sent unique et elle se sent reconnue, et du coup, ça crée de la conversion supplémentaire d'un point de vue purement monétaire et financier, mais surtout, ça crée un lien de proximité avec la marque qui est hyper important sur le long terme. Parce qu'on sait que dans des périodes dures de crise économique ou autre, bah, les personnes ont tendance à se rapprocher des marques en lesquelles elles ont confiance. Donc on veut aussi créer cette proximité avec la marque Decathlon et avec les marques experts qu'on peut avoir là-dessus. Et on est convaincu que cet engagement long terme, bah, forcément, a un payoff sur la partie très financière et conversion. Hmm. Super. On passe au deuxième Ouais. produit IA, Product Duplicate. Oui. Alors là, juste pour mettre de contexte, donc Decathlon, historiquement, beaucoup de marques, quoi. On couvre tous les sports et c'est né de manière empirique. Donc à un moment, on avait 80 sports. Chaque sport développait ses différents produits physiques à l'intérieur. Et après, il y a 2 ans, il y a eu une rationalisation de nos marques pour passer à 12. Donc il y a la marque Ombrelle Decathlon. Après, il y a 12 univers sportifs. Sport de raquette, par exemple, etc., où il va y avoir une marque par univers, ce qui va créer un peu plus de simplicité. Et après, on a 4 marques expertes. Et donc voilà, et donc il y a un enjeu de rationaliser l'ensemble de nos différents produits. Et donc dans le geste des leaders sport, en fait, les leaders sport au niveau United, au niveau global, vont créer ce qu'on appelle une offre mondiale. Ouais. Cette offre mondiale, c'est l'ensemble des produits disponibles qui vont après être poussés au pays pour que chaque pays, en fonction de ses spécificités, bah, décide parmi l'offre mondiale quelles sont les gammes qu'ils prennent en fonction des sports, parce que tu imagines bien que les sports pratiqués en France sont pas les mêmes forcément qu'en Allemagne ou qu'en Chine ou qu'aux États-Unis. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aider les leaders des sports à construire leur offre globale et à comprendre quels étaient potentiellement les doublons qu'il y avait. Donc, en fait, dans les différents produits, il y a plusieurs produits qu'on a créés. Un qui va être un product scoring, c'est-à-dire qu'on a créé un score pour l'ensemble des produits qu'on a. Un score qui va prendre différents items, bien évidemment économiques, mais aussi consommateurs avec les reviews, bien évidemment d'un point de vue sustainability, quelle est l'empreinte CO2 aussi. Donc ça permet de scorer nos Plus différents le produits. score est élevé, plus le produit est intéressant. Exactement, exactement. Et après, on va regarder aussi, on a un produit qui s'appelle Product Monitoring qui là va regarder les doublons, c'est de se dire, bah, peut-être un short fait par le tennis bah, ressemble beaucoup à un short fait pour le badminton. Voilà, je prends 2 sports de raquettes, c'est un peu trivial. Et donc là, on essaie de regarder quelle est la part d'overlap entre ces différents produits. Ok. Et l'étape d'après, bon, ça c'est plutôt descriptif. L'étape d'après, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui se passerait si un leader sport décidait d'arrêter un produit. Donc là, c'est d'essayer de simuler quelle serait la conséquence. Donc nous, on recommande, l'algorithmie permet de recommander voici les produits qu'on pense qu'il faudrait garder. Et après, il peut y avoir des scénarios qui sont créés par les leaders des sports pour dire, bah voilà, si j'enlevais ce produit, quelle serait la perte de chiffre d'affaires? Parce que forcément, un produit, il est acheté seul, mais il a aussi, quand il est acheté avec d'autres produits dans le panier. Donc ça permet vraiment d'essayer d'aller sur de l'efficience et de la performance de l'offre grâce à grâce à les algorithmes. Et voilà, l'idée, c'est encore une fois, c'est d'augmenter le geste fait par les différents teammates côté sport. Ils faisaient ceci avant, sauf qu'ils le faisaient avec de l'expérience, plutôt de l'Excel ou du G-Sheet, etc. Donc là, on leur offre un produit qui leur donne à la fois des insights et du forecast sur qu'est-ce qui se passerait si je prenais telle décision. Ok. Et ça s'inscrit vraiment bien. Alors, c'est vraiment des produits qui sont développés avec les end-users, les sports.
et on a un leader de l'offre au niveau mondial chez Decathlon. Donc c'est vraiment comment ça s'inscrit dans tout le process de sélection de l'offre et de commercialisation, et comment augmenter dans les différents jalons, comment augmenter l'efficience et la performance du geste des personnes qui font ça, en éclairant leur prise de décision grâce à de l'IA. Ok. Et du coup, là, l'output, c'est quoi exactement? Voilà, c'est pour aider un leader sport et un catman à se dire, bah voilà, comment je constitue mon offre. Ok. Mais donc, ça va être des chiffres financiers je sais pas si je prends telle décision au niveau de telle offre, Exactement, à peu près, c'est exactement, ça? exactement, exactement. C'est de se dire, bah voilà, l'offre que j'ai, par exemple, je suis un leader, j'ai n'importe quoi, dans le tennis. Voici toute mon offre en raquettes, shorts, t-shirts, chaussettes, chaussures, etc. Bah, qu'est-ce qui se passait si je changeais tel et tel produit? Quelles seraient les simulations? Donc, c'est fait au niveau sport, mais c'est aussi fait surtout au niveau univers, sport de raquettes. Parce que tu peux imaginer ce que je disais, bah, la chaussette de tennis, quelle est la différence avec la chaussette de badminton ou la chaussette de ping-pong? Ok. Je sais même pas s'il y a la chaussette de ping-pong, mais Ouais, c'est vachement intéressant, mais du coup, ça me paraît ultra complexe comme modèle parce que du coup, il faut se dire, si j'abandonne mon short badminton, combien d'utilisateurs vont acheter plutôt le short de tennis, exactement, bah, quel c'est beaucoup impact sur la d'analyses chaîne de prod. d'achats croisés qui ont été Ouais. faites pour se dire, bon, on a regardé toutes les personnes qui ont acheté mon short de tennis, quel était le panier moyen à côté. Alors, et sachant que c'est pas le short de tennis, parce qu'il y a différents modèles de short de tennis. Et c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de faire tant de shorts de tennis, ou est-ce que je peux le réduire à peut-être moins et quelques coloris? Et c'est de voir un petit peu les simulations qui sont faites là-dessus. Et non, c'est hyper intéressant parce que ça peut être prescriptif, mais c'est surtout de l'aide à la décision. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'il faut y aller progressivement, étape par étape, pour qu'à la fin, demain, ce soit un peu plus industrialisé. Alors, ça rentre vraiment dans tous les gestes métiers. Ok. Et donc, ça prend très bien et c'est un vrai outil ou produit qui est très valorisé côté sport. Et donc là, dans le process de décision, donc effectivement, on voit bien un impact sur les ventes. Est-ce que ça peut augmenter? Est-ce que ça peut diminuer? Est-ce que vous prenez aussi l'impact sur les potentiels coûts? Parce qu'il faut produire le short de Bien sûr, badminton, bien sûr, il y bien a sûr. la gestion des stocks, etc. Donc tout ça aussi, Bien vous sûr, prenez en ouais, compte dans ouais, le ouais, modèle? non, c'est un vrai exercice de. Alors, faut pas le voir que comme de la rationalisation. Ouais, On va pas que couper des produits, ouais, bien sûr. mais c'est de l'efficience et de la performance. C'est vraiment choisir ce qui est. Et après, tout ceci est basé en amont. On a d'autres produits qui vont être sur le marché et essayer de comprendre les tendances du marché, où sont les potentiels de croissance. Parce que bien évidemment, peut-être qu'il y a des marchés où il faut plusieurs shorts de tennis, et peut-être il y a des marchés où il en faut moins au regard d'une dynamique qu'il pourrait y avoir dans un certain sport. Donc c'est vraiment de l'efficience de la rationalisation, mais aussi d'aller chercher de la meilleure performance de la gamme de produits qu'on peut avoir. Ok. Et juste pour savoir, il y a combien de produits à peu près chez Decathlon? J'ai peur de dire une trop grosse bêtise. Ouais. Je Mais ça se crois, compte je en crois. centaines de millions, quoi. Ouais, alors nous, on a la définition de super modèle, Ouais. ouais, une sorte de pyramide Ok, d'architecture. ouais. Et je crois qu'on a 20 000 super modèles. 20 000, ok. Mais je mets Ouais. un gros astérix Ouais. et je mettrai dans la vidéo un commentaire si je dis une bêtise. Je corrigerai ceci, quoi. Ça marche. Et une question au niveau de la fiabilité du modèle. Ouais. Comment vous mesurez cette fiabilité? Est-ce qu'il y a, je sais pas, dans les premiers tests que vous avez opérés, un exercice humain qui se faisait en Bien parallèle évidemment, pour... non, Ouais. c'est un super bon point. Au début, non, non. Alors nous, d'un point de vue statistique, on va le regarder avec un MAPE ou un R carré qui sont juste des indicateurs de performance, de justesse statistique de nos modèles. Mais surtout, on veut l'éprouver avec le métier. Parce que parfois, le métier nous dit, mais non, c'est pas juste. Et finalement, c'est eux qui ont raison plus que l'algorithmie. Parce que l'algorithmie a le biais de ne prendre d'être nourri que parce qu'il sait au début. Donc, il y a plein de choses qu'il ne sait pas, qu'on n'a pas mis comme critère. Donc, ça nous permet, nous, d'itérer avec le métier. Et on passe d'un POC à une version produit qu'une fois qu'on a le go métier sur l'outcome de nos produits. Ok. Après, ça veut pas dire qu'on twist nos algorithmes pour répondre, pour faire dire ce que veut le métier, mais c'est vraiment co-construit. Et je pense que c'est ce qui est hyper intéressant, parce que nous, sans le métier, on peut rien faire. On va faire des choses très justes d'un point de vue mathématique, mais très fausses d'un point de vue business. Et le business seul sera limité aussi. Donc c'est vraiment comment on s'enrichit. Donc oui, l'humain est hyper important. Et encore une fois, on n'a aucune prétention, alors ça n'engage que moi, mais que l'IA remplace l'humain, quoi. Pas du tout. C'est censé l'augmenter. C'est censé l'augmenter, c'est censé
lui faire montrer des choses que le cerveau ne pourrait pas faire seul. Et c'est censé, on le verra après sur GenAI, mais c'est censé l'aider sur des tâches à faible valeur pour que l'humain se concentre justement sur la création de valeur un peu plus importante. Là où le cerveau humain et la compréhension de l'ensemble d'un écosystème sera, à mon sens, toujours plus performant qu'un algorithme. Et peut-être une question qui m'intéresse particulièrement par rapport à ce use case. Je pense que effectivement le premier use case, c'est, j'ai envie de dire presque un use case classique, la Ouais. recommandation. On sait que ça apporte de la valeur, donc on sait qu'il faut y aller. Là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça répond à un irritant spécifique de Decathlon. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la discovery. Comment justement vous êtes arrivé à un stade où vous vous êtes dit, bon bah là, en fait, on pense qu'on tient un truc, on va développer un truc en interne et on Ouais. pense que ça va créer de la valeur. Ça a été quoi la démarche un petit peu Bon, de la première discovery? démarche, ça a été la démarche métier, et c'est forcément une démarche métier, Ouais. qui a un challenge qui est de dire on a 80 marques, il faut passer à 12. Ouais. Donc 80 marques veut dire un historique de beaucoup de produits, et c'est très normal que ce soit né comme ça. Et encore une fois, c'est pas parce que les chefs de produits autres faisaient mal leur taf, c'est juste que il y a la subsidiarité chez Decathlon qui était vraiment de créer beaucoup de choses, et c'est comme ça que c'est créé. Mais après, à un moment, pour passer une taille critique, je pense qu'il y a un enjeu d'efficience là-dessus. Donc c'est le business qui a dit j'ai 80 marques, faut que je passe à 12. Comment je vais faire? Et donc 80 marques veut dire X supermodèle, il faut que je passe à Y qui est plus petit que X sur supermodèle. Et eux, ils avaient un problème à résoudre, donc ils auraient pu le faire de manière manuelle, mais on s'est rendu compte que utiliser de la data et de l'AI les aurait aidés, les aide aujourd'hui. Donc c'est vraiment un point de départ qui est j'ai un problème business, et nous, on vient aider avec eux, donc en enabler, mais en partenaire, on va dire. On vient dire, bah, on peut vous aider à répondre à ce problème en utilisant tel et tel type de produits data. Okay. Et c'est ce qui marche le mieux, en fait. Donc, moi, tout ce que je vois, c'est quand et alors, c'est pas toujours facile, mais c'est quand le business arrive à formuler un problème. Et c'est pas toujours facile parce que, à moins que le problème soit évident, mais écrire un problème et savoir dire que tu as tel problème, c'est pas toujours facile. Ok. Et peut-être dans cette démarche de discovery, on peut parler peut-être de la data discovery parce que bon, il y a un irritant, il y a un problème qui est énoncé par les métiers. Derrière, comme tu disais tout à l'heure, garbage in, garbage out, shit in, shit out. Faut avoir la bonne data pour construire le bon modèle. Comment ça se passe un petit peu cette phase de data discovery chez Decathlon? Bah là, ça va être piloté par notre data PM, Ok. qui va, sur la base du besoin exprimé par le métier ou du problème à résoudre, et ben, va commencer à identifier l'ensemble des data dont on aurait besoin, à travailler avec soit un data scientist ou un data analyst selon le type de produit qu'on a, mais vers quoi on pourrait aller, et effectivement d'explorer l'ensemble des données dont on a besoin et le modèle qu'on pourrait créer pour répondre. Et après, il y a des bonnes surprises, parce que grâce au super travail fait par l'équipe de Core Data Product là-dessus, et parfois, il y a des surprises moins bonnes en disant, bah non, d'un point de vue data, on n'a pas ce qu'il faut, pas la granularité. Et donc là, deux options. Soit ça devient une collection côté Core Data Product et on essaie de le faire passer en build pour avoir ces données. Soit on trouve des workarounds et des solutions alternatives. Mais d'une manière générale, là, c'était des données de nos produits sportifs, des ventes, donc c'est données pas trop compliquées. Même si, comme tu peux imaginer, s'il y avait beaucoup de marques et beaucoup de produits, tout n'était pas forcément très bien structuré pour nous aider, nous, à créer nos algorithmes. Mais cette phase de discovery, au final, elle est clé, bien évidemment. Et elle nous permet après de définir au mieux quel est le produit qu'on va construire pour répondre aux besoins du métier. Ok, très clair. Passionnant. Je vois le temps qui file. Ce que je te propose, c'est peut-être de passer au troisième use case plutôt orienté GenAI. Ouais. Donc je te laisse nous détailler pareil. GenAI, on va forcément très trendy. Je pense notamment pour tous les comex. Petit bémol là-dessus, oui, on en fait et ça aide beaucoup. Moi, je suis assez convaincu que la grande valeur de la data science et de l'AI viendra plutôt de l'AI et du machine learning plus que du Gen AI. On en parle. Même si c'est un peu contre-intuitif parce que je pense que tous les comex sont voient le fantasme du Gen AI avec l'essor de ChatGPT depuis quelques années et tout ce qui vient derrière. Mais
Nous, ce qu'on fait en GenAI, l'exemple dont je voulais parler, c'est sur la production de contenu, où on utilise différents algorithmes pour différents sujets. C'est soit la production de contenu pour des web labels ou du footer de site, pour optimiser le SEO. Donc là, on va générer, quoi, on a entraîné nos modèles, et là-dessus, on prend des modèles sur étagère. Donc, on a un partenariat avec AWS, donc c'est Claude là-dessus. Et après, nous, on entraîne ce LLM, Claude d'AWS, pour répondre à nos besoins. Et donc, qui nous permet de générer automatiquement des footers pour nos sites web ou des web labels pour certaines pages. Et la manière où c'est un peu différent par rapport à avant, c'est avant, on briefait quelqu'un, un chef de produit ou un responsable e-com ou un copywriter pour écrire ceci. Et maintenant, on va plutôt entraîner notre modèle et après, la personne relit ou corrige ceci. Donc, c'est un peu inversé dans le sens. Et là-dessus, il y a d'immenses gains d'efficience. On fait de la traduction aussi. Parce que voilà, pour traduire, avant, on passait forcément par des traducteurs. Et maintenant, c'est enrichi. Pas totalement remplacé, et encore une fois, je pense pas qu'on remplacera totalement, mais c'est enrichi par nos LLM qui permettent de traduire automatiquement, et après c'est revu par quelqu'un pour ceci. Et un autre exemple qui est hyper intéressant aussi, c'est sur la taxonomie de nos produits. Ouais. Parce que donc sur le site .fr, tous les points .com, tous les points pays que tu connais, donc on vend nos produits, et on a aussi un marketplace, et nos produits parfois sont pas toujours bien labellisés. Tu pourrais tomber sur une chaussure qui est, je caricature, hein, je sais pas si ça existe vraiment, une chaussure adulte noire, mais qui va être taguée chaussure enfant blanche. Je caricature, je pense qu'on est meilleur que ça. On est meilleur que ça, il n'y a pas de doute. Et voilà. Et donc là, nous, on a un algorithme qui va corriger automatiquement en faisant de la reconnaissance d'image et enrichir la taxonomie. Alors, soit la corriger, c'est rare, soit surtout l'enrichir pour que tout ceci remonte mieux sur notre site web. Et on voit surtout ça, pas sur nos produits D4, parce que là-dessus, mais sur la marketplace, on contrôle un peu moins les fiches produits de nos partenaires qu'on vend sur notre plateforme, mais ça permet d'enrichir ces fiches produits et la taxonomie des produits. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tu imagines bien le nombre de références qu'on a, et si tout ce travail qui était fait manuellement, maintenant, il peut être fait à l'échelle grâce à différents LLM. Ok, vachement intéressant. Et sur la valeur générée, est-ce que tu es plutôt sur des gains de productivité parce que, bon, effectivement, c'était un travail humain conséquent qu'on arrive à raccourcir, et aussi sur des gains potentiels business parce que tu améliores le SEO et du coup tu as plus de trafic. Exactement. Alors, nous, on va plutôt le regarder dans un premier temps sur la partie savings, de l'efficience. Donc voilà, les gens passent moins de temps à faire le même travail. Et on regarde aussi les sujets de conversion. Après, ce qui est toujours difficile dans la conversion, c'est comment attribuer la conversion que à ton travail. Est-ce que parce que tu as changé une fiche produit, est-ce que c'est ça qui est converti? Non, donc on essaie là aussi de la B-tester, etc. Mais on va regarder les deux, on va regarder à la fois de l'efficience, on va dire de l'efficiency et de l'effectiveness, si on voulait prendre les mots, les anglicismes. Ok. Et tu m'as dit tout à l'heure, vous travaillez avec Claude aujourd'hui? En fait, tous les LLM, on garde différents LLM. agnostique. Nous, on est agnostique et on va les comparer d'abord, et surtout après on va les pimper, les fine-tuner avec nos données, et pour se dire qu'un modèle sur étagère n'est pas suffisant par rapport à nous, mais enrichi par toute la connaissance Decathlon, oui, peut être bien meilleur. Et après, voilà, nous, on n'aurait pas grand intérêt à reconstruire from scratch des choses existantes et à disposition. Donc là, sur la partie LM, non, on utilise des choses existantes, mais qu'on va, encore une fois, adapter, pimper, entraîner sur toutes nos données pour qu'à la fin, ce soit quelque chose qui nous convienne. Et vous avez quand même des préférences de LLM ou même pas du tout? Non, Ouais, non. En tout cas, on essaie d'être totalement agnostique quand on commence, et ça peut dépendre aussi des différents sujets qu'on a. Et comment tu fais pour créer une infrastructure justement qui reste agnostique? Parce que je suis d'accord avec toi, c'est important, ça bouge tellement vite que d'une semaine à l'autre, tu peux avoir des gains qui sont conséquents avec un nouveau LLM. Donc voilà, comment justement tu arrives à potentiellement fine-tuner un modèle et te laisser quand même la possibilité de changer de modèle après-demain si il y a un modèle game changer qui sort sur le marché? Alors, on n'en est pas encore là parce que je pense qu'il n'y a pas encore
Ouais, de saut aussi important d'un LLM à l'autre. Donc nous, on va travailler, comme je disais, pas mal avec Claude là-dessus et se posera la question si demain un nouvel acteur arrive et que ça tue le game. Mais Ouais. voilà, je pense qu'ils sont... Et après, nous, on a un deal avec Google, on utilise sur la suite Google d'un point de vue Office, on va dire, je sais pas si ça veut dire comme ça. Mais voilà, on utilise Gemini au quotidien, ouais, Workplace, pardon. On utilise Gemini au quotidien et qui aide beaucoup et qui montre aussi l'intérêt de l'AI, quoi, du Gen AI au quotidien pour t'aider à résumer un email, faire un A4, une note que tu voulais, ou traduire même tout simplement pour des personnes qui n'ont pas forcément le bon niveau d'anglais ou autre. Et, bah, Gemini peut être ton meilleur ami pour s'assurer que tu fais pas de contresens ou d'anglicisme qui serait fâcheux. Peut-être une question au niveau des prompts système. Ouais. Bon, je pense qu'effectivement, sur l'IA générative, il y a un gros sujet qui est déjà la création des prompts et ensuite la mise à jour, l'adaptation des prompts. C'est un nouveau métier. Qui le fait globalement dans l'équipe aujourd'hui? Nos data scientists. Ok, Ouais, clairement. Nos data scientists. Ouais, nos data scientists. ok, ok, très clair. Et demain, tu penses que ça sera toujours les data scientists qui bosseront sur les prompts système ou tu penses que Alors, ça reste accessible? oui, non, d'une manière générale, aujourd'hui, les LLM sont tellement accessibles, quoi. Je veux dire, tout le monde a accès à ChatGPT que n'importe quelle personne est potentiellement quelqu'un du business. Et nous, on a vu ça arrive chez Decat, hein, où des personnes créent leur propre prompt et sortent quelque chose d'un LLM. Donc, c'est très, très accessible. Après, c'est pas encore très, très mature pour... quoi. La valeur vient beaucoup dans l'entraînement et l'écriture du prompt. Sachant que c'est toujours difficile de comparer ou d'AB tester des prompts, quoi, la performance de ces prompts. Mais oui, je pense qu'il y a une généralisation et une accessibilité de plus en plus importante de ces sujets. Ouais. Ok, ok, vachement intéressant. Il y a d'autres use cases que vous travaillez autour de l'IA générative chez Decathlon? Euh, ouais, oui, oui, on en a plein. Ouais, sur la partie, non, sur la partie contenu, on essaie de voir aussi comment on pourrait avoir de l'analyse assistée de dashboard. C'est-à-dire que toi, quand tu arrives sur un dashboard, bah, tu as un résumé en 10 lignes généré par un LLM, plutôt que de rentrer dans les données et ça donne une sorte d'overview et qu'après, si tu veux, tu vas plus loin. Donc, donc ouais, on essaie de faire plein de choses et il y a beaucoup de cas d'usage. Après, c'est toujours la difficulté de trouver qu'est-ce qui vraiment crée de la valeur, qu'est-ce qui est un peu fancy mais pas si utile que ça tout de suite. Donc, mais ouais, on a des roadmaps assez pleines. Ok. Et sur la partie agentique, est-ce que tu as des convictions spécifiques? Est-ce que vous commencez à construire des agents? J'en fais pas trop ça encore. Ouais, Pas trop et ce serait plus côté e-com ouais. là-dessus, mais non, pas à ma connaissance, il n'y en a pas encore réellement, que ce soit sur le customer care ou autre. Ok, Pas à ma connaissance. ok. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Et peut-être je voudrais rebondir un petit peu sur ce que tu disais en introduction, machine learning traditionnel versus IA générative. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles. Tu vois, il y a une école où on se dit, bon, bah, c'est deux technos qui sont très complémentaires dans le sens où la partie machine learning va être voilà, très bonne plutôt sur la data chiffrée, Mhm. l'IA générative plutôt sur du langage naturel. Tu as une deuxième école qui dit, bon, bah, potentiellement, demain, on fera plus que de l'IA générative parce que l'IA générative commence à être voilà, largement meilleure sur la manipulation de données chiffrées. Enfin, toi, c'est quoi un petit peu, enfin, comment tu vois les choses? Tu as commencé un peu à le dire en introduction, Ouais, mais... non, non, je vois plutôt une complémentarité. Ouais. Alors, je suis pas devin. Nous, je crois qu'on utilisait encore assez peu l'IA générative pour coder, pour générer du code. Ouais. Ou alors, les tests qu'on a disent que vraiment il faut revoir après le code, mais ce qui est pas. Ça peut être un gain de temps aussi sur des Complètement, ouais. tâches usuelles. Je pense que ça aidera sur des tâches usuelles, mais sur de la spécificité ou des choses à plus forte valeur ajoutée. Je pense que l'humain restera. Là, je vois simplement que Gen AI a une grosse hype et c'est génial, hein. Mais comme la blockchain en a eu, comme Ouais, ouais, ouais. des sujets qui, pas ont disparu, mais sont un peu normalisés. Et peut-être que je me trompe totalement parce que j'ai aucune vision future, mais je vois plutôt une complémentarité entre les deux. Et tout ce que là,
aujourd'hui, la valeur créée est plutôt côté AI et ML que GenAI qui reste encore un petit sur la Mm. création de valeur. Mm. Ouais, bah c'est vrai que c'est assez intéressant et moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que déjà, effectivement, sur la partie machine learning, tu as quand même des modèles sur étagère qui peuvent te permettre d'aller chercher des gains de valeur Mm. assez rapides Mm. et je pense qu'on l'oublie. Et après, deux, je pense que sur le machine learning, ce qui reste quand même très important, c'est pour moi l'effet white box Mm. versus black box que tu peux avoir sur l'IA générative. Ouais. Et je pense pour plein de secteurs, Ouais. c'est compliqué de pas savoir expliquer une décision. Effectivement, demain, je sais pas, tu fais de l'assurance, tu dois expliquer à un de tes clients pourquoi il a une assurance ou à un autre pourquoi il l'a pas eu. Mm. C'est sûr que si tu fais construire quelque chose à base d'IA générative et que t'es pas en capacité d'expliquer pourquoi, ça peut être compliqué. Ouais. Mm. Donc non, mais merci, c'est vachement intéressant. Écoute, peut-être pour conclure un petit peu tout ça, et puis après on passera à la partie flash chat. Euh, dans tous ces process de construction de produits à base d'intelligence artificielle, est-ce que pour toi, il y a, si tu devais essayer de résumer, un gros challenge, un truc structurant sur lequel voilà, il faut pas passer à côté parce que sinon tu peux vraiment rater ton truc. Enfin, ça serait quoi? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, l'identification des irritants, un challenge technique, enfin voilà, ça serait quoi un peu le gros truc à pas rater? Non, le gros truc à parler, c'est d'inclure le métier et Ouais, de ok. leur expliquer à quel point ça doit changer leur manière de Hmm. changer ou augmenter leur manière de prendre des décisions. Et pour moi, c'est le plus important parce que j'ai vu trop de sujets faits en chambre par Ouais. la data, pour la data et par la data et Hmm. qui finalement n'aident pas le métier. Donc, c'est vraiment comment travailler main dans la main à résoudre un problème Hmm. avec aujourd'hui un set technique qui est beaucoup plus important qu'avant. Donc, une évolution ou une révolution, je sais pas comment on veut appeler ça, mais c'est vraiment ouais, d'inclure au mieux le métier dès le début, d'itérer au maximum avec le métier et de faire grandir nos produits avec le métier et les inputs métiers qui sont clés. Je veux dire, Hmm. Decathlon fait 16 milliards de chiffre d'affaires. Et on va dire qu'il y a 10 ans où il n'y avait pas beaucoup d'IA, ils en faisaient déjà beaucoup. Donc, Hmm. Hmm. la connaissance humaine, l'expertise humaine est super importante, quoi. Hmm. Vachement intéressant en tout cas. C'était vraiment passionnant. Merci. Merci beaucoup, Gaël. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière Ouais. partie de ce podcast, c'est le flash chat. Alors, je vais dévoiler un secret de polichinelle. C'est vrai qu'on envoie au préalable les questions du flash chat à nos participants. De toute façon, c'est toujours les mêmes, donc c'est pas compliqué. Gaël n'a pas vu la partie Non, flash chat, non. donc là, tu vas être en impro total. Ouais, Tu vas être un exactement. des premiers participants qui va être en impro Donc on total. peut dire Joker si on sait pas. Donc tu peux dire Joker si vraiment c'est trop compliqué. Ok. Donc, première question. Est-ce qu'il y a une personne dans l'écosystème de l'intelligence artificielle qui t'inspire et qu'on pourrait potentiellement inviter sur ce podcast? Ça, je sais pas. Joker. Non, je vais pas dire. Ou quelqu'un de chez Decathlon, c'est peut-être aussi l'occasion de mettre en valeur Euh, quelqu'un de de tes Decathlon? équipes. Ah, Ouais, Decathlon, il y a ouais. quelqu'un d'exceptionnel, Didier Mama. Ok. Didier Mama, qui est une rockstar data et AI chez Decathlon. Mais voilà, non, très, très, très sachant, Ok. bien plus expert que moi sur plein de sujets. Bah, on le Donc salue alors. et ouais, et puis je vous invite à le suivre sur LinkedIn, il poste un petit peu. Ah, bah, Il y a des super. choses souvent intéressantes, quoi. Super. Est-ce qu'il y a un concept clé à comprendre pour toi dans le monde de l'intelligence artificielle, un truc vraiment, il faut se dire, si on n'a pas compris ça, on comprend pas comment fonctionne l'IA. Non, 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 je dirais plutôt trust the process et les maths Hmm. qui sont derrière. Hmm. Euh, et je pense qu'il faut. Je pense pas qu'il faille comprendre comment fonctionne un algorithme d'un point de vue mathématique, comment c'est programmé, etc. Euh, je pense comprendre que sur des forecasts, on utilise le passé pour essayer de prédire le futur sur plein de critères, ça paraît du bon sens. Hmm. Ou alors qu'un algorithme sache faire tous les calculs et toutes les combinaisons possibles de 1000 critères pour donner des décisions et faire des recommandations, etc. Ça paraît assez simple à comprendre. Donc je pense qu'il faut essayer c'est notre métier en tout cas,
d'essayer de l'expliquer simplement. Moi, je suis convaincu que les personnes qui connaissent le mieux un sujet sont celles qui arrivent à en parler le plus simplement. Et dès qu'on arrive dans des jargons très techniques, c'est souvent pour noyer les personnes avec un vernis technique. Donc, non, je pense que comprendre de manière assez grosso modo comment ça fonctionne est suffisante. Et pour moi, le concept clé, c'est encore une fois, c'est de répondre à un besoin métier et pas se faire plaisir sur un truc. Et parfois, on n'a pas besoin d'IA pour répondre à un besoin métier, quoi. Ok. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans le monde de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quoi le dernier effet waouh que tu as eu, le dernier truc que tu as découvert Un truc tout bête qui est que dans les meetings, il n'y a pas toujours des minutes qui sont partagées d'un meeting, tu vois. Ouais. Oui, parce qu'il faut que quelqu'un prenne des notes, Ouais. bref, etc. Et là, avec Gemini, on peut faire la transcription du meeting et ça te fait un résumé à la fin, quoi. Ouais, Ouah, c'est fou, ça. ouais, Je trouve ça mais incroyable. l'utilisation. Et je trouve ça bluffant parce que tu dis que chaque meeting, tu as des minutes qui sont partagées, tu peux les enrichir si besoin, si pas. Et surtout, c'est hyper juste, en fait, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, et, pourtant, c'est souvent des meetings où il y a des très bons anglophones et parfois il y a des Français qui parlent un peu moins anglais. Et pourtant, c'est hyper bien Ouais, c'est transcrit. Et je trouve que c'est un gain de temps incroyable. Et ça aussi fait un autre point qui, à mon sens, est une culture qui vient de la tech et qu'on a parfois du mal sur les métiers de non-tech, c'est la culture de l'écrit. Parce que Oui, c'est vrai. le digital et la tech documentent tout, parce que n'importe quel code doit pouvoir être repris par n'importe qui. Là où le métier traditionnel, c'est souvent très oral. Et donc, je trouve que moi, je suis très partisan de cette culture de l'écrit. Et donc, arriver à infuser ceci de manière automatique, je trouve ça génial. Donc, je trouve ça bluffant. Et je suis ravi en meeting d'être le premier à appuyer sur transcription du meeting. Non, c'est vrai que c'est un truc game changer. Peut-être pour faire le parallèle, un use case où l'IA va potentiellement révolutionner notre quotidien. Alors, c'est pas forcément dans le monde du retail, l'e-commerce. Tu vois, typiquement, il y a pas très longtemps, j'écoutais un podcast d'un chef d'orchestre qui disait que l'IA avait complètement bouleversé son quotidien parce que typiquement, tu peux composer aujourd'hui assez facilement avec l'IA générative. Et donc, il y avait plein un peu tu vois, de séries B, de films à petit budget qui achetaient des prestations voilà, de chefs d'orchestre. Voilà, qui ne le font plus et maintenant qui composent. Donc, tu vois, ça c'est par exemple Ouais. assez discuté. Est-ce que toi, tu as une idée de use case, un Non, truc qui va pas trop. J'aimerais beaucoup que l'IA ne soit pas appliquée qu'au corporate, on va dire ça comme ça, ou à faire plus d'argent. Et j'aimerais beaucoup que ça puisse servir, je sais pas, de la solidarité, de l'écologie, de l'administration, tu vois, toutes ces choses qui, Ouais. moi, me paraissent des biens communs, ceux qui sont la médecine, tu vois, Ouais. des choses là-dessus. Et je serais ravi que ça serve ce qui a du sens, Ouais. plus que ce qui est forcément mercantile, quoi. Ouais. Et ça, malheureusement, alors, bien évidemment, Ouais. en médecine, il y a des choses folles qui sont faites, donc que je connais pas assez bien, mais je préférais qu'il y ait des choses comme ça, ouais, ou sur la solidarité, plutôt que de te dire que tu as un algo qui te donne le meilleur taux d'assurance, tu vois. Ça, c'est un peu- Non, c'est clair. Bah, je pense que ça commence un peu. Nous, on fait beaucoup de mécénat de compétences et typiquement, on travaille avec une très belle association que je salue qui s'appelle École Huma, que tu connais peut-être. Non. En fait, bon, ils accompagnent notamment les professeurs dans toute la préparation des cours Ouais. parce que c'est ultra chronophage Bien pour eux. sûr. Et en fait, là, l'IA générative bouleverse un Ouais, petit c'est peu formidable. ces métiers-là. Non, mais t'as raison, sur la solidarité, l'éducation. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, t'as raison, et peut-être accélérer un peu le mouvement. Ouais, je pense sur tout ce qui est aussi sustainability, il y a Ouais. des boulevards, quoi. On est tellement en retard sur le comportement qu'on devrait avoir. Hein. Donc, comment ça pourrait aider à préserver de la biodiversité ou autre. Voilà, j'aimerais bien que ça sorte des applications business et que ça puisse aider quelque chose d'un peu plus grand que nous, quoi. Générer de la valeur sociétale et environnementale. Ouais, ce serait fou. Ce serait fou. Et non, ce serait génial de se dire que la techno. Et alors, je dis ça, mais je suis sûr qu'il y a mille choses faites que je ne connais pas. Mais ouais, il y a une assoce d'ailleurs qui marche super bien, qui est Data for Ouais. Goods, qui voilà, met à disposition quoi, des personnes fans de data qui vont aider à faire des sujets comme ça. Et puis on le voit même à l'époque du Covid, comment cette personne dont j'ai oublié le nom
avait fait, c'était quoi cette appli? Covid Tracker. Ouais, mais c'était fou. C'était fou ce truc. Voilà, et ça Ouais. c'est génial. Quelqu'un de passionné par la data science qui prend un sujet de bien commun, et le Covid c'était vraiment Mm. galère, et qui met ses compétences à disposition de quelque chose Mm. d'énorme. Et ouais, il faut que ça soit encore plus poussé, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et bon, je fais 30 secondes de ma propre pub, mais je suis président d'une fondation qui s'appelle la Positive Product Foundation et qui œuvre justement pour la construction de produits plus responsables. Bon, nous, on traite des sujets d'éco-conception, d'éthique produit, Super. d'accessibilité, qui sont déjà historiquement sur du soft, des choses qu'on a du mal à faire. Et effectivement, on a un très gros enjeu avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos produits. Sur l'ensemble de ces dimensions, quoi, Ouais. parce que effectivement, comment tu t'assures que ton produit à base d'IA dérive pas complètement et provoque effectivement des externalités négatives et sociétales et environnementales qui n'étaient pas forcément attendues. Je pense que c'était déjà un enjeu qu'on n'a pas complètement réussi à adresser historiquement, et je pense que ça l'est encore plus avec l'arrivée et l'accélération de l'IA, quoi. Donc bon, je referme la parenthèse. Et écoute, peut-être une toute dernière question, et on aura fini ce flash chat et ce podcast. Est-ce que tu aurais, voilà, si ta vie était un proverbe, quel serait-il, sachant que la difficulté pour toi, c'est que tu n'as pas préparé. Non. Donc là, bon, tu peux nous inventer un proverbe made in Gaël, hein, si tu veux. On va pas faire ça, on va prendre un célèbre philosophe, Balou. Et on va dire dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Voilà, ça va être ça. Bah écoute, c'est un très très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Merci à toi. Gaël. Est-ce qu'il y a un message spécifique que tu voudrais faire passer pour terminer un petit peu ce podcast, ou pas forcément? Non, bah, n'hésitez pas à venir dans nos super magasins. Ouais. Non, voilà. Non, très fier de bosser chez Decat, qui est Ouais. une boîte absolument géniale. Tu es toujours la boîte préférée des Français ou pas? Je sais plus. Putain, je devrais savoir, non? Ouais. Non, mais en tout cas, je sais que. Je crois qu'on est toujours sur le podium, est-ce qu'on est premier, Ouais. etc. Mais non, il y a des sujets incroyablement excitants Ouais. chez Decathlon en ce moment, donc c'est. En tout cas, dans le monde de la tech et plus spécifiquement dans le monde des product managers, je sais que c'est l'entreprise préférée des product managers. Ouais, C'est assez ouais, non, fou. mais alors, il y a eu une grosse transformation et qui est toujours en cours, hein, Mm. côté digital, Mm. au sein desquels la data est. Donc, non, il y a super Ouais. excitant, quoi. C'est fou, devant, tu vois, des Google, Mm. des boîtes avec des ADN tech très développées, Alors, c'est il y a sympa. ça, mais je pense, à la différence, et je ne mettrai pas Mm. je connais pas assez Google, etc., mais on est une boîte française, on fait des produits physiques, du Ouais. sport, les valeurs humaines sont très très importantes Belle chez culture d'entreprise. Decathlon. Voilà, il y a aussi, je pense, ceci, couplé à l'accélération digitale qu'on a faite, qui fait que c'est très attractif aujourd'hui, quoi. Complètement. Bon, bah écoute, un grand merci Gaël pour ton temps, pour ta disponibilité. C'était vraiment passionnant d'échanger avec toi. Et puis, bah, je te souhaite beaucoup de réussite pour demain avec tes équipes. Dans tous les cas, vous bossez déjà sur des sujets fantastiques. Donc écoute, Super, merci à toi. merci.